Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une période historique française, brève mais intense. La Commune de Paris, 1871. Juste 72 jours, mais quels jours? Une expérience politique assez radicale et une fin, bon, tragique. Oui, tout à fait. 72 jours qui ont marqué l'histoire. Et pour essayer de comprendre un peu mieux, on a deux documents principaux. D'abord, un résumé assez détaillé, type Wikipédia, pour avoir les faits, la chronologie, le cadre général, quoi. D'accord? Et ensuite, un article de recherche, celui de Stephen W. Sawyer. Lui, il s'intéresse plus particulièrement à Adolphe Thiers, donc l'adversaire de la Commune, et surtout à sa vision du droit, de l'État, comment il a justifié ses actions. C'est assez éclairant. Ok, donc l'idée, c'est pas juste de raconter, c'est de voir d'où ça vient, cette commune. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces communards? Pourquoi ça a fini en guerre civile si violente? Et puis, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On va essayer de tirer le jus de ces sources. Alors, par où on commence? Ce Paris de 1871, il couvait quelque chose. Ah oui, clairement. Paris, c'était déjà, comment dire, la ville des révolutions depuis 1789, hein. Il y avait un climat très particulier. L'historien Michel Cordillo, il identifie trois dynamiques principales qui se rencontrent. Ah oui, lesquels? D'abord, le sentiment républicain, très fort à Paris, beaucoup plus qu'en Provence. Une opposition de plus en plus nette au Second Empire, à Napoléon III. On l'a vu aux élections de 1869, Paris vote déjà très à gauche. Et le contexte social? On imagine la condition ouvrière au 19e. Exactement. C'est une misère assez profonde pour une bonne partie des ouvriers, des artisans, mais en même temps, on voit l'émergence d'organisations ouvrières. L'Association internationale des travailleurs, l'AIT, elle a une section française active avec des gens comme Eugène Varlin. Et idéologiquement, c'est quoi le cocktail? Ben, c'est un peu une soupe, si on peut dire. Il y a des socialistes, influencés par Proudhon, plutôt fédéralistes, anti-autoritaires. Il y a les révolutionnaires plus purs et durs, les blanquistes, qui, eux, misent sur l'insurrection, le coup de force mené par une élite. Et puis, il y a toujours un courant jacobin très fort, l'héritage de 93, très étatiste, très patriote. Bref, un républicanisme combatif. D'accord. Paris républicain, socialement tendu, idéologiquement effervescent. Et là-dessus, patatras, la guerre contre la Prusse en 1870. C'est ça, c'est l'élément déclencheur. La défaite cuisante, rapide, l'Empire qui s'effondre, la République proclamée le 4 septembre et surtout le siège de Paris. Des mois terribles. Oui, j'imagine. La faim, le froid. La faim, le froid, les bombardements prussiens. Les Parisiens tiennent bon, beaucoup s'engagent dans la garde nationale, cette milice citoyenne. Et quand le gouvernement, qui s'est formé après la chute de l'Empire, signe l'armistice en janvier 71, beaucoup, à Paris, crient à la trahison. Et ce nouveau gouvernement, dirigé par Adolphe Thiers, il ne cherche pas vraiment à apaiser les choses, d'après les sources. Pas vraiment, non. Ce gouvernement est issu d'une assemblée nationale élue en février 71, et cette assemblée, elle est majoritairement monarchiste, élue par les campagnes, conservatrice. Elle prend des décisions qui sont vues comme des provocations par les Parisiens. Comme quoi, par exemple? On supprime la solde de la garde nationale. Pour beaucoup de Parisiens, c'était leur seul revenu pendant le siège. On met fin au moratoire sur le loyer, sur les dettes commerciales. Ça menace des milliers de petits artisans, de commerçants de faillite. Et puis, le symbole ultime, l'Assemblée décide de siéger non pas à Paris, mais à Versailles. Ah oui, Versailles, le symbole de la monarchie, c'est perçu comme une humiliation. Une humiliation et une volonté de décapitaliser Paris, de lui enlever son rôle central. Donc la tension monte, monte. Et on arrive au 18 mars 1871, la journée décisive. C'est l'histoire des canons, ça y est. C'est ça. Le gouvernement Thiers décide de reprendre les canons de la garde nationale qui sont postés sur les hauteurs de Paris, notamment à Montmartre et Belleville. Sauf que ces canons, ils ont été financés par souscription publique pendant le siège. Pour les Parisiens, ce sont leurs canons, le symbole de leur résistance. Donc l'armée est envoyée pour les récupérer. Oui, au petit matin. Mais ça tourne mal pour Thiers. La population, les femmes en tête, sort dans la rue, entoure les soldats, pacifiquement au début. Et les soldats? Ils hésitent. Ils sortent du siège, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de tirer sur la foule, et finalement, ils mettent la crosse en l'air. Ils fraternisent. Le général Lecomte, qui avait apparemment ordonné de tirer, est arrêté par ses propres hommes. Et là, ça dérape. Oui, ça dégénère dans l'après-midi.
Le général Lecomte et un autre général, Clément Thomas, qui était assez détesté à Paris pour son rôle dans la répression de juin 48, sont fusillés par des soldats et des gardes nationaux en colère, un peu dans la confusion. C'est un acte assez spontané, mal contrôlé. Et la réaction de Thiers? C'est la panique. Il ordonne l'évacuation immédiate de toutes les troupes loyales, du gouvernement, de l'administration, direction Versailles. Il abandonne Paris, en fait. Il laisse la place vide. Complètement. Le soir même, l'hôtel de ville est occupé par des bataillons de la garde nationale, qu'on appelle les fédérés, et c'est le comité central de la garde nationale qui prend les rênes, un peu malgré lui au début. Donc un pouvoir insurrectionnel qui se met en place. Qu'est-ce qu'il fait, ce comité central? Sa première décision, c'est de dire on n'est qu'un pouvoir provisoire, il faut légitimer tout ça. Donc, il organise des élections municipales à Paris le plus vite possible. Elles ont lieu le 26 mars. Et ça donne quoi, ces élections? Elles sont représentatives? C'est un point débattu. La participation est assez forte dans les quartiers populaires de l'Est et du Centre. Beaucoup plus faible dans les quartiers bourgeois de l'Ouest, où pas mal de gens sont partis à Versailles ou ailleurs. Au final, les listes soutenant l'insurrection l'emportent très largement. Environ 200 000 Parisiens votent. Ça donne une légitimité démocratique au nouveau Conseil de la Commune, qui est proclamé le 28 mars. Et qui on trouve dans ce conseil? C'est le premier gouvernement ouvrier, comme on l'a dit parfois? C'est plus complexe. C'est très mélangé en fait. Il y a bien sûr des ouvriers, mais aussi beaucoup d'artisans, d'employés, de petits patrons, des journalistes, des médecins, des avocats, des intellectuels aussi. Et politiquement? Les mêmes courants qu'avant. Oui, on retrouve les jacobins, comme le vieux Delescluze, les blanquistes, les socialistes de l'Internationale, comme Léo Frankel, qui sera délégué au travail, des républicains plus radicaux, et des indépendants, comme l'écrivain Jules Vallès ou le peintre Gustave Courbet. Une assemblée assez diverse et parfois divisée. Et ils arrivent à gouverner malgré le contexte? Parce que Versailles ne reste pas inactif, j'imagine. Non, la guerre commence presque tout de suite. Mais oui, pendant ces 72 jours, il y a une activité législative et administrative intense à Paris. La commune met en place des commissions, un peu comme des ministères, pour gérer les affaires courantes et lancer des réformes. Quelles sont les mesures les plus emblématiques, si on devait retenir quelques points clés, sur le plan social par exemple? Alors, il y a des mesures d'urgence, bien sûr. On confirme le blocage des loyers, on réquisitionne les logements vides pour les sans-abri, on aide les familles des gardes nationaux, on organise le ravitaillement. Et puis, il y a des mesures plus structurelles sur le travail. Ah oui? Le fameux décret sur les ateliers abandonnés par leurs patrons. La commune propose que les chambres syndicales ouvrières puissent les reprendre et les faire fonctionner sous forme de coopératives. C'est une première tentative d'autogestion, même si ça n'a pas eu beaucoup de temps pour se mettre en place. Intéressant. Et d'autres choses sur le travail? Oui, on interdit le travail de nuit dans les boulangeries, une vieille revendication. On interdit les amendes que les patrons pouvaient infliger sur les salaires. On essaie de favoriser les associations ouvrières pour les marchés publics. Et la place des femmes dans tout ça, on en parle souvent. Oui, et à juste titre. Elles sont très actives. Il y a des clubs de femmes, des comités, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, animée par Elisabeth Dimitrieff, une proche de Marx, et Nathalie Lemel, une militante ouvrière, joue un rôle important. Elle réclame l'égalité des salaires, le droit au travail, elle crée des ateliers coopératifs féminins. Et la commune prend des mesures spécifiques pour les femmes. Oui, par exemple, elle reconnaît l'union libre en donnant une pension aux compagnes non mariées des gardes nationaux tués au combat et à leurs enfants. C'était assez révolutionnaire pour l'époque. Elle interdit aussi la prostitution. Et bien sûr, beaucoup de femmes participent au combat comme ambulancières, cantinières ou même directement sur les barricades. Louise Michel est la plus connue, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et au niveau des institutions, de la démocratie? La commune veut une démocratie plus directe. Les élus du conseil sont considérés comme responsables devant leurs électeurs et révocables. On instaure un plafond pour les salaires des fonctionnaires, égal au salaire ouvrier moyen. On affirme la séparation de l'Église et de l'État dès le 2 avril. La laïcité déjà. Oui, c'est un principe fort. On supprime le budget des cultes. On lance un grand projet pour une école gratuite, laïque et obligatoire pour les garçons et les filles. C'était très en avance. Il y a aussi une dimension internationaliste. La commune se proclame République universelle. C'est-à-dire? Elle accueille les étrangers, les considère comme des citoyens à part entière. Le ministre du Travail, Frankel, est hongrois. Des Polonais comme Dąbrowski et Wróblewski vont jouer un rôle militaire de premier plan. Et sur le plan symbolique, il y a des gestes forts.
Oh oui, l'adoption du drapeau rouge comme emblème, l'utilisation du calendrier républicain parfois, et surtout deux actes très forts. La démolition de la colonne Vendôme, vue comme un symbole du militarisme impérial et du despotisme. C'est Courbet qui avait proposé ça, non? Oui, Gustave Courbet, qui présidait la Fédération des artistes créée par la Commune. Et l'autre acte symbolique très marquant, c'est quand la guillotine est sortie et brûlée publiquement devant la statue de Voltaire. Un rejet de la peine de mort et de la terreur de 93, en quelque sorte. Ça donne l'image d'une effervescence incroyable, une sorte de laboratoire politique et social. Mais pendant ce temps, la guerre avec Versailles fait rage. Exactement. Il ne faut jamais oublier ça. La Commune, c'est aussi une ville assiégée, bombardée et en guerre civile. Le gouvernement de Thiers, à Versailles, n'a qu'une idée, écraser l'insurrection. Quelles sont les forces en présence? C'est très déséquilibré. D'un côté, l'armée versaillaise. Thiers a réussi à la reconstituer très vite, notamment grâce à Bismarck, qui a libéré de manière anticipée des dizaines de milliers de prisonniers de guerre français. Il arrive à rassembler plus de 130 000 hommes sous le commandement de MacMahon. Une armée régulière, disciplinée, bien équipée. Et en face, les communards? Les fédérés. C'est la garde nationale parisienne. Sur le papier, c'est énorme, plus de 200 000 hommes inscrits, mais la force combattante réelle est bien moindre. Les estimations varient, mais on parle peut-être de 30 000, 40 000 combattants actifs, voire moins, selon certains historiens. Ils sont courageux, beaucoup se battent avec acharnement, mais il manque d'organisation, de discipline militaire, de commandement unifié, malgré la présence de bons officiers comme les Polonais Dombrowski et Wróblewski. Et comment se déroule le conflit? Dès début avril, les Versaillais passent à l'offensive. Une tentative de sortie des fédérés vers Versailles le 3 avril est un échec cuisant. Et très vite, les Versaillais commencent à fusiller les prisonniers communards. Le général Duval est exécuté sommairement. C'est ça qui déclenche le décret sur les otages pris par la Commune. Oui, c'est une réponse directe. La Commune vote un décret qui prévoit que pour chaque communard exécuté, 3 otages pris par les partisans de Versailles, prêtres, gendarmes, fonctionnaires arrêtés à Paris, seraient fusillés. En pratique, ce décret sera très peu appliqué, sauf à la toute fin, dans le chaos de la semaine sanglante. Donc après cet échec, c'est le siège de Paris par les Versaillais. C'est ça, un deuxième siège en quelque sorte, mais cette fois par une armée française, avec des bombardements intensifs sur les quartiers ouest et sud de Paris. Jusqu'à l'assaut final, fin mai. La semaine sanglante. Oui, du dimanche 21 au dimanche 28 mai. Les Versaillais réussissent à entrer dans Paris par la porte de Saint-Cloud, qui était mal gardée. L'avancée est rapide au début dans les quartiers bourgeois de l'Ouest. Puis la résistance s'organise, quartier par quartier, autour de centaines de barricades. C'est là qu'ont lieu les grands incendies. Oui, Les Tuileries, l'Hôtel de Ville. oui. Face à l'avancée versaillaise, et sans doute aussi par une volonté de détruire les symboles du pouvoir, les communards incendient plusieurs bâtiments emblématiques. Le palais des Tuileries, l'Hôtel de Ville, le palais de justice, la Cour des comptes, le ministère des Finances. Ces incendies auront un impact terrible sur l'opinion publique et alimenteront la propagande anticommunarde. Mais la violence, elle vient surtout de l'autre côté, non? Oui, très largement. La répression versaillaise est immédiate et d'une brutalité extrême. Dès qu'un quartier est conquis, les soldats procèdent à des exécutions massives et sommaires. On fusille les hommes pris les armes à la main, mais aussi sur simple dénonciation, ou parce qu'ils ont l'air d'ouvriers, les mains sales, des traces de poudre. C'est une véritable chasse à l'homme. Une purge organisée, disent certains historiens. C'est le terme utilisé par Robert Toombs, oui. Les combats sont acharnés rue par rue. Les derniers bastions de la commune tombent dans les quartiers populaires de l'Est, la Butte-aux-Cailles, Belleville, le Père-Lachaise, où ont lieu les derniers combats, autour du mur qui deviendra le mur des fédérés. Et pendant ce chaos, il y a aussi les exécutions d'otages par les communards. Oui, malheureusement. Dans la fureur et le désespoir des derniers jours, alors que les exécutions sommaires versaillaises se multiplient, des groupes de communards, souvent liés aux blanquistes les plus durs, comme Raoul Rigaud ou Théophile Ferré, exécutent des otages. L'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, et quelques autres à la prison de la Roquette, et surtout le massacre de la rue Axo, où une cinquantaine d'otages, gendarmes et religieux pour la plupart, sont tués par une foule en colère. Ce sont des actes minoritaires au sein de la commune, mais qui pèseront lourd dans sa mémoire. La fin des combats, le 28 mai, ça ne marque pas la fin de la répression.
Non, pas du tout. Les exécutions sommaires continuent pendant plusieurs jours, voire semaines, dans les casernes, les parcs. Le bilan de cette semaine sanglante est terrible. Les chiffres sont encore débattus par les historiens. C'est très difficile à établir précisément. On a une fourchette. Les estimations les plus basses, comme celle de l'historien britannique Robert Tombs, tournent autour de 6 000 à 750 morts du côté communard pendant la semaine sanglante. D'autres, comme Jacques Rougerie, parlent d'environ 10 000. Et des travaux plus récents, comme ceux de Michel Audin, en s'appuyant sur de nouvelles méthodes, suggèrent un bilan plus lourd, peut-être entre 15 000 et 20 000 morts. Les premières estimations de l'époque étaient même plus élevées. Quoi qu'il en soit, c'est énorme. Une violence d'État massive. Absolument, c'est sans doute le plus grand massacre de civils de l'histoire de Paris au XIXe siècle. Et à côté de ça, les pertes versaillaises sont minimes, moins d'1 millier d'hommes. Et après les massacres, il y a la répression judiciaire. Oui, elle est aussi massive. On compte près de 40 000 arrestations. Des milliers de personnes sont jugées par des conseils de guerre, une justice militaire expéditive. Il y aura environ 10 000 condamnations, des peines de mort, même si peu seront exécutées, des travaux forcés et surtout la déportation. La déportation en Nouvelle-Calédonie? Exactement. Environ 3 800 communards y sont envoyés, dont des figures célèbres comme Louise Michel ou Henri Rochefort, qui s'évadera d'ailleurs. Les conditions de détention là-bas sont très dures. L'amnistie complète pour tous les communards ne viendra que tardivement, en 1880, une fois la République bien installée. Cette répression féroce pose la question de la responsabilité du gouvernement et de Thiers en particulier. C'est là que l'article de Sawyer est intéressant. Comment Thiers justifie-t-il tout ça? C'est très intéressant, oui. Sawyer montre que Thiers se construit une image de sauveur de la France, de défenseur de la loi et de l'ordre républicain face à une insurrection criminelle. Il insiste sans cesse sur la légalité de son action. Même face au massacre. Oui, il justifiait la violence extrême par la nécessité des circonstances, par l'état de guerre civile, mais il maintient toujours un discours légaliste. Il dit que la répression se fera suivant les lois, avec les lois, par les lois. C'est une manière, selon Sawyer, de légitimer l'action de l'État, même la plus brutale, en l'inscrivant dans un cadre juridique formel. Et le parallèle avec Lincoln qu'il utilise. C'est un argument clé pour Thiers. Il compare la Commune à la sécession des États du Sud aux États-Unis. Et il dit « Regardez Lincoln, il a dû mener une guerre terrible pour sauver l'unité nationale et la loi. Moi, Thiers, je fais pareil pour sauver la France de la sécession parisienne. » Pour lui, le droit est avant tout un outil au service de la puissance de l'État, pour maintenir l'ordre. Ce n'est pas une limite à son action dans des circonstances exceptionnelles. On comprend mieux pourquoi Thiers est une figure si controversée. Et la mémoire de la Commune elle-même, comment elle évolue après ça? Elle est tout de suite l'objet d'une bataille féroce. D'un côté, il y a la légende noire, propagée par les Versaillais, par une grande partie de la presse, des écrivains comme Maxime Ducamp ou Théophile Gautier. On dépeint les communards comme des sauvages, des ivrognes, des criminels, des fous manipulés par des agents étrangers. Le mythe des pétroleuses, ces femmes qu'on accuse d'avoir mis le feu à Paris, est très tenace et symbolise cette vision. Et de l'autre côté, une mémoire positive? Il y a plusieurs mémoires en fait. Il y a une mémoire républicaine modérée, incarnée par exemple par Victor Hugo. Hugo critique l'illégalité de l'insurrection, mais il dénonce aussi la sauvagerie de la répression et plaide pour l'amnistie. Il valorise la république parlementaire contre les extrêmes. Et puis il y a la mémoire militante, révolutionnaire. Oui, et c'est peut-être la plus influente à long terme. C'est Karl Marx qui, dès 1871, dans son texte « La guerre civile en France », analyse la Commune comme la première tentative historique d'un gouvernement prolétarien, la forme politique enfin trouvée sous laquelle peut s'accomplir l'émancipation économique du travail. Ça devient une référence obligée pour tout le mouvement socialiste et communiste. Absolument. Pour Lénine, pour Trotsky, la Commune est un modèle, mais aussi un contre-modèle. Ils vont en analyser les forces et les faiblesses, notamment le manque supposé d'un parti révolutionnaire discipliné pour préparer la révolution russe. La Commune devient un mythe fondateur du mouvement ouvrier international. Et aujourd'hui, au-delà des cercles militants, que reste-t-il? L'historiographie est toujours très active. On continue de débattre de la nature profonde de la Commune. Révolution sociale, sursaut patriotique après la défaite, mouvement pour l'autonomie municipale, explosion démocratique, sans doute un peu tout ça à la fois. On étudie aussi de plus en plus la violence de la répression, la place des femmes, les aspects culturels.
Et dans la mémoire collective, dans la culture? Il y a des associations, comme les Amis de la Commune de Paris 1871, qui entretiennent la mémoire. Et puis, elle a irrigué la littérature, Vallès bien sûr, mais aussi Zola, Rimbaud, et plus récemment les bandes dessinées de Tardy. La chanson aussi, Le Temps des Cerises, qui est associée à la Commune, ou L'Internationale, dont les paroles ont été écrites par un communard, Eugène Pottier, juste après la répression. Le cinéma s'en est emparé aussi. Bon, si on essaie de synthétiser. La Commune, c'est ce moment très bref, très dense. Une explosion d'aspirations démocratiques, sociales, libertaires, née sur les ruines de la défaite et de la colère populaire, mais écrasée dans une violence d'État absolument terrible. Une vraie fracture. C'est ça, une fracture qui traverse l'histoire française. Et Adolphe Thiers, c'est vraiment la figure qui incarne cette fracture. Il n'a jamais été remis en cause par la justice de son époque. Il a même été le premier président de la Troisième République. Mais pour une bonne partie de la mémoire populaire et militante, il reste le bourreau de la Commune. Alors que pour d'autres, il est celui qui a sauvé l'unité du pays et permis l'installation de la République, même si c'était au prix fort. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. L'article de Soyer suggère que ce procès historique permanent de la Commune et de Thiers n'est pas anodin. Qu'est-ce que ça dit de nous, finalement ? Peut-être que la Commune, justement, par son caractère radical, par sa fin tragique, pose des questions qui restent très actuelles sur la démocratie. Qu'est-ce qui est légitime ? Le vote national, même s'il va contre les aspirations d'une partie importante de la population, comme celle de Paris, ou l'insurrection populaire qui revendique une autre forme de légitimité, plus directe. Comment une république gère-t-elle ses conflits internes les plus profonds ? Jusqu'où peut-elle aller la violence d'État au nom de l'ordre ? Et si ce débat sans fin sur la Commune, qui ressurgit périodiquement, était une façon pour la société française de continuer à s'interroger sur elle-même, sur cette tension constante entre l'ordre établi et la contestation, entre le pouvoir central et les aspirations locales ou populaires. Une question qui, 150 ans après, n'a peut-être toujours pas trouvé de réponse simple.